Le millionnaire trouva des triplés en pleurs à l'épicerie, et l'une d'elles portait le collier de sa fille disparue. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait sans pitié lorsque Richard Parker gara sa voiture devant une petite épicerie de quartier. Ce n'était pas là où il faisait habituellement ses courses, mais le déluge l'avait forcé à chercher refuge dans le premier endroit qu'il avait pu trouver. L'horloge sur le tableau de bord affichait 19h42, bien trop tard pour quelqu'un qui avait seulement eu l'intention d'acheter du pain et du lait en rentrant du travail. Richard coupa le moteur et observa les gouttes de pluie glisser sur le pare-brise. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans leur rythme, quelque chose qui lui permettait, pour quelques brefs instants, d'oublier. Oublier qu'il rentrerait dans une maison vide. Oublier que le calendrier de sa cuisine marquait exactement 1 an et 2 jours depuis la disparition d'Alina. 1 an, 367 jours sans réponse. Avec un soupir, il attrapa son parapluie et sortit. L'épicerie avait cet éclairage fluorescent typique, légèrement jauni par le temps. Une cloche au-dessus de la porte annonça son entrée, mais l'homme derrière le comptoir leva à peine les yeux de son journal. « Bonsoir », salua Richard par habitude. Le caissier répondit par un signe de tête distrait. C'était le genre d'endroit où les gens allaient et venaient sans vraiment être remarqués, et cela convenait parfaitement à Richard. Ces derniers mois, il avait développé une gêne face aux regards insistants et aux questions polies sur son état. Il parcourut les allées étroites, ne prenant que l'essentiel, du pain, du lait, quelques fruits. De la nourriture pour une seule personne. C'est lorsqu'il atteignit le rayon des conserves qu'il l'entendit. Un sanglot doux, étouffé, comme si la personne qui pleurait essayait désespérément de ne pas être entendue. Richard s'arrêta, une boîte de haricots suspendue en l'air. Le sanglot venait de l'allée voisine, celle des produits d'entretien. Un instant, il songea à l'ignorer. Il avait souvent vu des enfants faire des caprices dans les magasins. Mais il y avait quelque chose dans ce son. Ce n'était pas le cri exigeant d'un enfant à qui l'on refuse quelque chose. C'était différent. Cela semblait désespéré. Il reposa la conserve dans son panier et contourna le rayon pour rejoindre l'allée adjacente. Elles étaient là. 3 petites filles, blotties entre les produits de nettoyage et le mur. Au premier regard, elles semblaient presque identiques. Même très délicats, même structure faciale. Assurément des triplés. Elles portaient des vêtements usés, beaucoup trop grands pour elles. L'une d'elles, aux cheveux plus longs, se tenait de manière protectrice devant les autres. La seconde cachait son visage contre l'épaule de la première, ses petites épaules secouées de sanglots silencieux. Et la troisième, apparemment la plus fragile, avait d'immenses yeux rougis par les larmes. Toutes les 3 se figèrent en voyant Richard. Celle qui se tenait devant essuya rapidement ses larmes avec la manche sale de sa blouse. « Nous partons bientôt », dit-elle, la voix tremblante. Richard resta paralysé. Ce n'était pas seulement 3 enfants qui pleuraient dans une épicerie. C'étaient 3 enfants manifestement seuls, sales, avec ce regard qu'il reconnaissait des documentaires sur les zones de guerre, le regard de ceux qui ont appris bien trop tôt que le monde n'est pas sûr. « Vous êtes toutes seules » demanda-t-il en s'agenouillant pour être à leur hauteur, tout en gardant une distance suffisante pour ne pas les effrayer. La fillette de devant hésita, clairement tiraillée entre la vérité et ce qu'on lui avait ordonné de dire. « Notre maman est dehors », répondit-elle finalement, mais ses yeux filèrent vers l'entrée du magasin où la pluie continuait de tomber à verse, sans aucun signe d'un adulte attendant. « Je vois », répondit doucement Richard. « Vous avez l'air d'avoir froid et faim. » La deuxième fillette renifla, le regardant avec un mélange de peur et d'espoir. « Depuis combien de jours n'avez-vous pas mangé un vrai repas ?» demanda Richard. Nouveau silence. La fillette qui parlait semblait peser les risques. « 2, dit-elle enfin. « Mais ça va, on attend juste que la pluie s'arrête. » C'est alors que la troisième fillette, silencieuse jusqu'ici, le regarda avec de grands yeux tristes. Et à cet instant, Richard le vit. Suspendu au cou frêle de la fillette, partiellement caché par le col déchiré de sa blouse, se trouvait un collier. Un simple cordon avec une unique breloque, une étoile en argent. Le monde parut s'immobiliser. Le bip lointain de la caisse, le bruit de la pluie dehors, même sa propre respiration, tout disparut alors que son regard se fixait sur ce petit objet métallique. Cela ne pouvait pas être. C'était impossible. L'étoile en argent, avec cette minuscule encoche sur la pointe supérieure, était identique à celle du collier qu'il avait fait faire spécialement pour le 5e anniversaire d'Alina. Le collier qu'elle portait le jour où elle avait disparu du terrain de jeu, alors que sa babysitter avait été distraite pendant seulement 2 minutes. Joli collier,
parvint-il à dire, sa voix lui paraissant étrange. La petite fille porta instinctivement la main à la breloque, comme pour la protéger. C'est à Hazel, dit rapidement la fillette de devant. Elle l'a trouvée. Où l'a-t-elle trouvée? Demanda Richard, s'efforçant de garder une voix neutre alors que son cœur martelait ses côtes. Dans la rue, répondit la fillette, mais il y avait une hésitation dans sa voix. On ne l'a pas volée. Bien sûr que non, l'assura Richard. Il les regarda de nouveau toutes les trois, leurs visages amaigris, leurs vêtements inadaptés au froid, la peur évidente dans leur posture. Il prit une décision. Voudriez-vous quelque chose à manger? Je peux acheter des sandwichs. Le changement fut immédiat. Les trois paires d'yeux s'illuminèrent, bien qu'elles essayassent de cacher leur espoir. On ne veut pas déranger, dit celle qui parlait, mais ses yeux trahissaient ses paroles. Ça ne me dérange pas du tout, les assura Richard. Vous pouvez attendre ici pendant que je choisis quelques trucs. Elles hochèrent la tête, toujours méfiantes, mais la perspective de nourriture était trop forte pour refuser. Richard s'éloigna, mais les garda en vue tandis qu'il prenait des sandwichs préparés, des briques de jus, des barres de céréales et du chocolat. Le collier à l'étoile d'argent pulsait dans son esprit comme un phare. Coïncidence, peut-être. Il y avait des milliers de colliers en étoile dans le monde. Mais cette encoche, ce minuscule détail, quand il revint, elles étaient toujours là, bien qu'elles semblassent prêtes à s'enfuir au premier signe de danger. Il leur tendit les sandwichs, qu'elles acceptèrent avec de grands yeux. Vous pouvez manger ici même, dit-il en leur laissant de l'espace. Je vais payer mes courses et je reviens. À la caisse, pendant que le caissier enregistrait ses articles avec désintérêt, Richard ne pouvait s'arrêter de penser. Un an de recherche, un an d'enquête qui n'avait mené nulle part, un an à s'entendre dire par la police que les chances s'amenuisaient chaque jour. Et maintenant, ça. Une petite fille portant le même collier unique que sa fille. Ce sont vos enfants? Demanda soudain le caissier, jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de Richard aux trois fillettes qui dévoraient les sandwichs. Non, répondit automatiquement Richard. Puis, après une pause, il ajouta, du moins, pas encore. L'homme haussa les épaules, visiblement peu intéressé par la réponse. Richard paya et retourna vers les filles, remarquant comment elles mangeaient avec un mélange de rapidité et de prudence, comme si elles craignaient que quelqu'un ne leur arrache la nourriture à tout moment. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, s'asseyant sur un tabouret proche, gardant une distance respectueuse. La fillette qui parlait hésita, mais la question semblait assez inoffensive. « Je m'appelle Mila » répondit-elle finalement. « Elle, c'est Lena » dit-elle en désignant la deuxième fillette, « et elle, c'est Hazel » termina-t-elle en indiquant la troisième, celle qui portait le collier. « Vous êtes des triplés, n'est-ce pas » demanda doucement Richard. Mila hocha la tête, une lueur de fierté éclairant brièvement son visage. « On est nés ensemble » dit-elle. « Je suis née la première, puis Lena, puis Hazel. Enchantée de vous connaître toutes. Je m'appelle Richard. Avez-vous un endroit où dormir ce soir » Mila se tendit visiblement. « On se débrouillera » répondit-elle sur la défensive. « Sous cette pluie » demanda doucement Richard. Et le froid s'intensifie. Les trois échangèrent des regards. Il y avait une communication silencieuse entre elles, du genre qui n'existe qu'entre ceux qui partagent plus que des gènes. « Pourquoi voulez-vous savoir » demanda finalement Mila. Richard réfléchit attentivement avant de répondre. Il ne pouvait pas simplement dire qu'il soupçonnait le collier d'Hazel d'être lié à sa fille disparue, cela semblerait fou, même à ses propres yeux. « Parce qu'il pleut, il se fait tard, et vous êtes des enfants qui ont besoin d'aide, » dit-il simplement. « J'ai une maison avec des chambres vides. Vous pourriez prendre une douche chaude, manger un repas décent et dormir dans un vrai lit. » Mila fronça les sourcils, pesant clairement les risques. « Comment savoir si on peut vous faire confiance » demanda-t-elle, bien trop mûre pour son jeune âge. « Bonne question, reconnut Richard. Vous ne le savez pas. Tout comme je ne sais pas si je peux vous faire confiance pour ne pas voler mes affaires pendant mon sommeil. » L'honnêteté de sa réponse parut surprendre Mila. Elle faillit sourire. « On ne vole pas » dit-elle fermement. « Jamais. »« Alors nous avons un début » répondit Richard. « Écoutez, je ne vais pas mentir. Vous me rappelez ma fille. Elle n'est plus avec moi, et je me sentirais comme un monstre en vous laissant dehors par ce temps. » Quelque chose dans la mention de sa fille parut changer le calcul de Mila. Elle regarda ses sœurs, qui avaient fini leur sandwich et observaient maintenant avec espoir les briques de jus encore fermées. « D'accord, » consentit-elle finalement d'une voix basse et prudente. « On peut venir avec vous. »
quitter l'épicerie s'avéra un petit défi logistique. La pluie tombait toujours à verse et Richard n'avait qu'un seul parapluie. Il finit par porter Hazel, la plus petite, tandis que Mila et Lena couraient à ses côtés sous l'abri précaire du parapluie. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, un autre problème surgit, il n'y avait pas de siège auto pour enfants. Richard hésita, conscient du code de la route, mais l'alternative était de les laisser sous la pluie. « Ce n'est pas loin », expliqua-t-il en les installant sur la banquette arrière. « Je vais conduire doucement. » Le trajet jusqu'à la maison se fit en silence. Dans le rétroviseur, Richard les observait toutes les trois, serrées les unes contre les autres sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre. Hazel tripotait distraitement le collier, faisant tourner l'étoile d'argent entre ses doigts minuscules. La maison de Richard se trouvait dans un quartier calme, en périphérie de la ville. Elle n'était ni grande ni luxueuse, mais elle était confortable. Un foyer prévu pour une famille qui, jusqu'à un an auparavant, n'était qu'un père et une fille. Maintenant, les pièces vides semblaient attendre que quelque chose, ou quelqu'un, vienne les remplir à nouveau. Quand il ouvrit la porte et alluma les lumières, Richard vit sa maison à travers les yeux des fillettes. Le canapé moelleux avec des coussins bien rangés, la cuisine impeccable visible à travers le bar américain, les photos encadrées sur les murs. Le sentiment d'un foyer. « Entrez », dit-il en tenant la porte. Elles entrèrent avec hésitation, comme des animaux sauvages prêts à fuir au moindre signe de danger. Leurs vêtements mouillés laissaient de petites flaques sur le parquet, mais Richard le remarqua à peine. « Je vais chercher des serviettes pour que vous puissiez vous sécher », dit-il en se dirigeant vers le placard du couloir. Quand il revint, elles étaient exactement là où il les avait laissées, comme si elles avaient peur de bouger sans permission. Il leur tendit des serviettes épaisses, remarquant leur surprise à la douceur du tissu. « C'est si doux », murmura Lena, parlant pour la première fois. Sa voix était douce, presque musicale. « Vous devez encore avoir faim, dit Richard. Que diriez-vous d'une douche chaude d'abord, puis quelque chose à manger ?» Les filles échangèrent de nouveau des regards, cette communication silencieuse qui semblait si naturelle entre elles. « On peut prendre notre douche ensemble ?» demanda Mila. « On reste toujours ensemble. » Richard comprit la peur implicite. « Bien sûr, accepta-t-il. Je vais vous montrer où est la salle de bain et vous laisser des serviettes propres. Vous pourrez fermer la porte à clé. » Le soulagement sur leur visage était évident. Richard les conduisit à la salle de bain, leur expliqua comment fonctionnait la douche, laissa du savon, du shampoing et des serviettes fraîches, puis leur laissa leur intimité, fermant la porte pendant qu'ils préparaient un repas simple, des pâtes à la sauce tomate et au fromage râpé. Richard essayait d'organiser ses pensées. Le collier d'Hazel, l'étoile d'argent, pouvait-il vraiment être le même? Et si c'était le cas, comment était-il arrivé jusqu'à elle? Le son de rires enfantins provenant de la salle de bain interrompit ses pensées. Un son presque oublié dans sa maison. Un instant, Richard ferma les yeux et se permit d'imaginer que c'était Alina, là-dedans, prenant son bain après une journée de jeu. Puis la réalité revint. Ce n'était pas Alina. Mais voici que 3 enfants, par hasard ou par destin, avaient croisé son chemin, précisément le jour anniversaire de la disparition de sa fille. Lorsque les filles réapparurent dans la cuisine, elles étaient transformées. Propres, les cheveux encore humides, portant de vieux t-shirts de Richard en guise de chemise de nuit improvisée. Elles paraissaient plus jeunes et plus vulnérables maintenant que la crasse avait disparu. Leur ressemblance était encore plus frappante. Le collier en étoile d'Hazel brillait sur sa peau propre, attirant presque l'attention. « Asseyez-vous » invita Richard, indiquant la table qu'il avait déjà mise. Avec de grands yeux, elles grimpèrent sur les chaises. Elles observaient chaque mouvement de Richard comme s'il s'agissait d'un rituel inconnu, l'imitant lorsqu'il plaça la serviette sur ses genoux et tenant les couverts avec un soin extrême. « Servez-vous » les encouragea-t-il. « Il y en a plein. » Après une hésitation initiale, elles commencèrent à manger, lentement d'abord, puis avec un enthousiasme croissant, comme si chaque bouchée confirmait que, oui, c'était réel. « C'est bon ?» demanda Richard en les regardant. 3 têtes hochèrent la tête à l'unisson, les joues pleines de nourriture. Après le repas, l'épuisement était évident dans leurs yeux tombants et leurs bâillements étouffés. Richard les conduisit à la chambre d'amis, où il avait préparé le lit double avec des draps frais et une couette moelleuse. « Vous pouvez dormir ici, dit-il. Ma chambre est juste au bout du couloir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, appelez-moi. » Elles regardèrent le lit comme si c'était un mirage. « C'est tout pour nous ?» demanda Lena, incrédule. « Tout à vous, » confirma Richard. « Bonne nuit. » Il laissa la porte légèrement entr'ouverte et la lumière du couloir allumée,
au cas où elle se réveillerait désorientée pendant la nuit. Avant de rejoindre sa propre chambre, il s'arrêta dans le couloir et jeta un coup d'œil en arrière. Elles étaient déjà sur le lit, blotties au milieu, comme si l'espace était trop grand pour qu'elles l'occupent correctement, s'agrippant les unes aux autres comme de petits animaux cherchant chaleur et sécurité, ensemble contre le monde. Et sur la petite Hazel, le collier en étoile reflétait la faible lumière du couloir, tel un phare dans l'obscurité. Richard ferma la porte de sa chambre et s'assit sur le bord du lit, essayant de traiter tout ce qui s'était passé ces dernières heures. 3 enfants abandonnés, un collier qui semblait impossible, un anniversaire de perte qui marquait maintenant, d'une certaine manière, aussi un commencement. Il ne savait pas ce que le matin apporterait, si le collier était vraiment celui d'Alina ou juste une cruelle coïncidence. Mais pour la première fois depuis un an, il sentit quelque chose de nouveau s'agiter dans sa poitrine. Cela ressemblait à de l'espoir. Richard ne parvenait pas à dormir. Assis au bord de son lit, il fixait le mur séparant sa chambre de celle des invités où dormaient maintenant les 3 fillettes. Le silence de la maison, autrefois si familier, semblait maintenant chargé de quelque chose de différent. Attente, incertitude, possibilité. L'horloge numérique sur la table de nuit affichait 2h17 du matin quand il prit enfin une décision. Il se leva silencieusement et traversa le couloir jusqu'à la chambre des filles. La porte était toujours entr'ouverte, telle qu'il l'avait laissée. Prenant soin de ne faire aucun bruit, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Elles dormaient toutes les 3 profondément, dans la même position, blotties ensemble au milieu du grand lit, Hazel protégée entre ses sœurs. Richard observa un instant le va-et-vient paisible de leur respiration, leur visage détendu dans le sommeil d'une manière qu'ils ne montraient pas éveillée. Puis ses yeux tombèrent sur ce pourquoi il était venu. Le collier à l'étoile d'argent reposait sur la table de nuit, à côté du lit. Hazel avait dû l'enlever avant de dormir, une habitude qu'Alina avait aussi. Pour ne pas s'étrangler la nuit, disait-elle avec cette logique enfantine qui le faisait toujours sourire. Avec une extrême prudence, Richard tendit la main et prit le collier. Il quitta la pièce aussi silencieusement qu'il y était entré, laissant les filles dans leur profond sommeil. De retour dans sa propre chambre, il alluma la petite lampe de bureau et s'assit, capable enfin d'examiner l'objet qui hantait ses pensées depuis le moment où il l'avait vu pour la première fois. Le cordon était simple, fait d'argent fin mais assez solide pour l'usage d'un enfant. Richard tourna le petit pendentif en forme d'étoile entre ses doigts, cherchant le détail qui rendrait l'identification absolue. Le voilà. Sur la partie supérieure de l'étoile, presque imperceptible à moins de savoir exactement où regarder, une minuscule encoche en forme de croissant. Ce n'était pas un défaut, mais un ajout délibéré que Richard avait demandé au bijoutier. Quelque chose d'unique, avait-il dit, quelque chose qui rend ce collier impossible à reproduire. Richard ferma les yeux un instant, sentant le poids de la confirmation. Il n'y avait plus aucun doute. C'était le collier d'Alina. Celui qu'il avait fait faire pour son anniversaire. Celui qu'elle portait le jour de sa disparition. Durant le premier mois après la disparition d'Alina, la police avait mené une recherche intensive. Ils avaient interrogé la babysitter des dizaines de fois, ratissé le terrain de jeu et les environs. Des prospectus avec le visage souriant d'Alina avaient été affichés dans toute la ville. Richard avait même engagé des détectives privés lorsque la police avait commencé à réduire ses efforts. Mais au bout d'un moment, les recherches officielles s'étaient estompées. Ces affaires, avait dit le détective Stevens en évitant son regard, plus le temps passe, plus les chances diminuent. Et maintenant, près d'un an plus tard, ce petit morceau de métal suggérait quelque chose que Richard osait à peine envisager. Alina pourrait être en vie. Son cœur battait la chamade, un mélange d'espoir et de peur. Si le collier avait survécu, peut-être qu'elle aussi. Mais alors, comment s'était-il détaché d'elle? Comment était-il arrivé jusqu'à Hazel? 1000 scénarios commencèrent à se former dans son esprit, certains pleins d'espoir, d'autres trop horribles pour être contemplés longuement. Pendant des heures, il resta là, l'étoile métallique à la main, comme si le simple contact physique avec l'objet pouvait d'une manière ou d'une autre le connecter à sa fille disparue. Lorsque le ciel commença à s'éclaircir, Richard glissa finalement le collier dans la poche de son pantalon de pyjama. Il devait en savoir plus. Il devait découvrir comment ce collier était arrivé jusqu'à Hazel, sans effrayer les filles ni leur faire sentir qu'elles avaient fait quelque chose de mal. L'odeur des pancakes emplit la cuisine tandis que Richard en retournait un autre dans la poêle. Il avait décidé de préparer un petit déjeuner spécial, en partie parce qu'il imaginait que les filles avaient rarement des repas faits maison, en partie parce qu'il avait besoin de garder ses mains occupées pendant que son esprit cherchait comment aborder le sujet du collier.
Il entendit de légers bruits de pas dans le couloir et se tourna pour trouver 3 visages aux yeux ensommeillés qui l'observaient depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Les filles portaient toujours les t-shirts trop grands qui leur servaient de chemise de nuit, leurs cheveux ébouriffés par le sommeil. « Bonjour », dit Richard, s'efforçant de paraître décontracté. « Avez-vous bien dormi ?» Mila, clairement la porte-parole du groupe, hocha la tête. « Oui, monsieur. »« Vous pouvez m'appeler Richard. » Le lit était confortable ? Très, répondit Lena, la voix encore pâteuse de sommeil. Je n'ai jamais dormi dans un lit aussi doux. Cette simple déclaration serra le cœur de Richard. J'espère que vous avez faim, j'ai fait des pancakes. Les 3 paires d'yeux s'illuminèrent notablement. Richard fit signe vers la table déjà mise avec des assiettes, des fourchettes, des verres de jus d'orange et une pile de pancakes dorés. Pendant que les filles mangeaient avec un enthousiasme contenu, Richard observait discrètement Hazel. Elle semblait la plus timide des 3, parlant peu, ses grands yeux toujours alertes, observant tout. Le genre d'enfant qui remarque les détails que les autres manquent. « Hazel, dit-il finalement, visant un ton désinvolte, tu ne portes pas ton collier aujourd'hui. » La petite fille leva instinctivement la main à son cou, comme si elle réalisait seulement alors que le collier avait disparu. « Il doit être dans la chambre, répondit-elle dans un murmure à peine audible. Je l'enlève pour dormir. Richard hocha la tête, feignant un calme qu'il ne ressentait pas. C'est un très joli collier. Où avais-tu dit l'avoir trouvé, déjà ? Les 3 échangèrent des regards. Ce fut Mila qui répondit, toujours protectrice, Hazel l'a trouvé dans la rue, dit-elle, bien qu'il y eût une subtile hésitation dans sa voix. Compris, répondit Richard, servant un autre pancake à Lena qui avait terminé son assiette avec une rapidité surprenante. Vivez-vous dans la rue depuis longtemps ? Autre regard entre les sœurs. Quelques semaines, dit finalement Mila. On est resté à différents endroits. Richard hocha la tête, leur laissant du temps, ne voulant pas trop pousser et risquer de perdre la fragile confiance qu'elle commençait à construire. Je suppose que tu as eu de la chance de trouver ce collier, commenta-t-il après un moment. On dirait une pièce spéciale. Hazel, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. Il brillait dans l'herbe, dit-elle d'une voix douce. Près de cette maison. Mila lança un regard d'avertissement à sa sœur, mais Hazel continua, sentant apparemment quelque chose dans le ton de Richard qui l'encourageait à parler. Il y avait une fille qui pleurait à l'intérieur de la maison, ajouta-t-elle. On l'entendait la nuit. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Avec un effort conscient, il garda une expression neutre, même si son cœur martelait maintenant fort contre ses côtes. Une fille qui pleurait, répéta-t-il, essayant de ne pas montrer l'urgence qu'il ressentait. Quelle maison était-ce ? Mila, réalisant qu'Hazel en avait déjà trop dit, soupira et reprit le contrôle de la conversation. Une grande maison sur Oak Street, dit-elle à contre-cœur. Près de ce petit parc de quartier, pas le grand parc de la ville. Parfois, on dormait dans ce petit parc, sous le toboggan. Richard connaissait l'endroit. Un petit parc de quartier à environ 10 pâtés de maison du terrain de jeu central où Alina avait disparu. « Avez-vous vu la fille qui pleurait ?» demanda-t-il, gardant toujours son ton désinvolte, bien que chaque fibre de son être hurlât pour plus d'informations. Mila secoua la tête. « Non, on l'a seulement entendue. » C'était triste, ajouta Lena, surprenant Richard. La cadette parlait rarement. Elle pleurait comme, désespérée. Soudain, l'air devint trop lourd pour que Richard puisse respirer. Une boule se forma dans sa gorge. Il y avait un homme et une femme qui entraient et sortaient toujours de la maison, continua Mila, maintenant que le sujet était lancé. Ils avaient l'air effrayants. Effrayants comment ? Demanda Richard. Mila haussa les épaules, luttant visiblement pour trouver les mots justes pour décrire son impression. Ils ne souriaient jamais, dit-elle finalement. Ils regardaient toujours autour d'eux, comme s'ils avaient peur que quelqu'un les voie. La femme avait les cheveux rouges vifs, comme du feu. L'homme était grand, avec une barbe noire. On ne s'est jamais approché, ajouta Hazel. Ils avaient l'air méchants. Savez-vous s'ils habitaient là ? Demanda Richard, emmagasinant mentalement chaque détail. Je ne crois pas, répondit Mila. Ils venaient à des heures différentes. Parfois tôt le matin, parfois la nuit. Ils ne restaient jamais longtemps. C'est 2 jours après qu'on les ait vus pour la dernière fois qu'Hazel a trouvé le collier, dit Lena. Il était juste près de la clôture de la maison. Richard hocha la tête, essayant de ne pas montrer la tempête qui faisait rage en lui. Tout ce que les filles décrivaient pouvait être une coïncidence.
Peut-être que le collier avait été volé à Alina. Peut-être que l'enfant qui pleurait était quelqu'un d'autre. Mais si ce n'était pas le cas? Vous souvenez-vous exactement où se trouve cette maison? Demanda-t-il finalement. Mila hocha la tête. C'est une maison bleu clair avec un portail blanc. Numéro 47. La précision surprit Richard. Mila le remarqua et haussa les épaules. On fait toujours attention aux endroits, expliqua-t-elle. Pour savoir où c'est sûr et où ça ne l'est pas. Je comprends, dit Richard, luttant pour garder sa voix stable. Merci de me l'avoir dit. On a des ennuis? Demanda soudain Hazel, les yeux écarquillés d'inquiétude. À cause du collier? Richard secoua immédiatement la tête. Non, bien sûr que non. Vous n'avez rien fait de mal. En fait, je pense que vous avez peut-être trouvé quelque chose de très important. Les trois le regardèrent avec curiosité, mais Richard n'était pas prêt à en expliquer davantage, pas tant que son propre esprit essayait encore de traiter les possibilités. Et si on regardait un film après le petit déjeuner, suggéra-t-il, changeant délibérément de sujet. J'ai plein de films pour enfants que j'ai gardés. L'idée de regarder un film parut fasciner les filles, particulièrement Lena, dont les yeux s'illuminèrent instantanément. Richard laissa la conversation dériver vers des sujets plus légers, discutant des films qu'elle pourrait apprécier, tandis que son esprit travaillait sans relâche. Oak Street, numéro 47. Un homme à la barbe noire, une femme aux cheveux roux. Un enfant qui pleure. Et le collier d'Alina. Il devait vérifier cette maison. Mais il ne pouvait pas simplement abandonner les trois filles, pas maintenant. Il ne pouvait pas non plus risquer d'alerter quiconque pourrait être impliqué dans la disparition d'Alina s'il y avait réellement un lien. Il devait être prudent, méthodique. Il avait besoin d'aide. Tandis que les filles finissaient leur petit déjeuner, Richard toucha discrètement la poche où il avait placé le collier. Ce petit objet métallique, cette étoile avec son encoche spéciale, représentait maintenant quelque chose de puissant, l'espoir. Les jours qui suivirent apportèrent une étrange nouvelle normalité à la maison de Richard. Les trois fillettes, qui au début marchaient sur la pointe des pieds comme si elles marchaient sur des œufs, commencèrent lentement à se détendre. Les changements se manifestèrent par petites touches, le volume de leur voix augmentant progressivement, leurs pas devenant moins hésitants, leurs expressions moins craintives. Richard observait cette transformation avec un mélange de fascination et de tristesse. Fascination devant la résilience des enfants, leur capacité à s'adapter à de nouvelles circonstances. Tristesse devant ce que cette adaptation impliquait, à quel point elles étaient habituées à changer, à survivre, à accepter tout ce que la vie leur réservait, bon ou mauvais. La première semaine fut une période d'ajustement pour tout le monde. Richard, habitué à la solitude et au silence, se retrouva attentif à chaque son, chaque mouvement dans la maison. Il apprit rapidement les préférences des filles, comment Mila préférait les toasts beurrés au petit déjeuner, tandis que Lena aimait les céréales, et Hazel mangeait à peine tant que ses sœurs n'avaient pas fini, comme si elle voulait s'assurer qu'elles étaient nourries en premier. Tout en enquêtant discrètement sur la maison d'Oak Street, Richard commença à établir une routine avec les filles. Petit déjeuner ensemble chaque matin, suivi d'une activité. Un film, un jeu de société déniché dans une boîte au grenier, une promenade dans le jardin quand le temps le permettait. L'après-midi, pendant que les filles se reposaient ou regardaient la télévision, ils passaient des appels téléphoniques, faisaient des recherches en ligne et essayaient d'en savoir plus sur le couple qu'elles avaient décrit. Le troisième jour, Richard remarqua quelque chose de curieux. Les filles le suivaient dans la maison, pas constamment ni de manière flagrante, mais comme de petites ombres qui apparaissaient dans les coins de sa vision. S'il allait à la cuisine pour préparer le déjeuner, bientôt une tête se pointait à l'embrasure de la porte. S'il s'asseyait dans le salon pour lire, il ne tardait pas à voir l'une d'elles apparaître avec une question apparemment anodine. Même lorsqu'il travaillait dans son bureau, il entendait de légers bruits de pas dans le couloir, passant nonchalamment devant la porte entr'ouverte. Au début, il pensa qu'elles étaient simplement curieuses, ou peut-être qu'elles s'ennuyaient. Mais ensuite, il réalisa. Elles le surveillaient, comme des animaux sauvages ne perdant jamais de vue la source de nourriture et de sécurité, toujours alertes au moindre signe de danger ou d'abandon. Ce fut Lena qui s'approcha la première sans aucun prétexte. Le quatrième soir, alors que Richard était assis sur le canapé à lire, elle entra simplement dans le salon et s'assit à l'autre bout, tenant un livre d'images qu'il avait trouvé dans une boîte d'affaires d'Alina. Elle ne dit rien, ne demanda rien. Elle s'assit simplement là, tournant lentement les pages, jetant occasionnellement un coup d'œil à Richard comme pour confirmer que sa présence était acceptable. Le lendemain matin, en passant par le salon, Richard trouva Hazel assise seule sur le tapis, dessinant avec les crayons de couleur qu'il avait achetés la veille.
Les deux autres étaient dans le jardin, observant un nid d'oiseaux qu'elles avaient découvert. Richard s'arrêta, observant silencieusement l'intense concentration de la plus jeune alors qu'elle travaillait sur son dessin. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il finalement. Hazel leva les yeux, non pas surprise, mais prudente comme toujours. Après un moment, elle tourna le papier pour qu'il puisse voir. C'était un dessin simple, avec cette qualité directe et honnête que seuls les enfants peuvent capturer. 4 bonshommes allumettes se tenaient la main en cercle. Un grand, avec ce qui ressemblait à une barbe gribouillée, clairement Richard, et 3 plus petits, de taille légèrement différente. Au centre du cercle, une étoile brillait, dessinée avec un soin particulier, ses pointes bien définies et colorées d'un jaune vif. Richard sentit sa gorge se nouer. « C'est vraiment beau », parvint-il à dire. « C'est nous », expliqua Hazel de sa voix douce. « Toi, moi, Mila et Lena. »« Et l'étoile au milieu ?» demanda Richard, essayant de garder sa voix stable. Hazel toucha doucement le dessin du bout de son doigt. « C'est pour la chance, » dit-elle simplement. « Comme mon collier. » Richard hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix à ce moment-là. Hazel l'étudia avec ses grands yeux sages, comme si elle comprenait exactement ce qu'il ressentait. « Je peux l'accrocher » demanda-t-il finalement. Un minuscule sourire illumina le visage d'Hazel, un sourire rare et précieux, réalisa Richard. Des 3, Hazel souriait le moins. Elle hocha la tête et lui tendit le dessin avec soin. Plus tard ce jour-là, le dessin scotché à la porte du réfrigérateur, Richard observait les 3 fillettes dans la cuisine alors qu'elles travaillaient ensemble à faire des biscuits. L'activité avait été l'idée de Lena, étonnamment. « On n'a jamais fait de biscuits », avait-elle dit avec une timidité qui s'était rapidement transformée en excitation lorsque Richard avait suggéré qu'elle le fasse cet après-midi-là. Mila, toujours pratique, mesurait les ingrédients avec un sérieux presque scientifique. Lena mélangeait la pâte avec enthousiasme, léchant occasionnellement ses doigts quand elle pensait que personne ne regardait. Hazel, méticuleuse, disposait les pépites de chocolat en rangées parfaites avant de les ajouter à la pâte. C'est quand il vit Mila attraper une cuillère dans le tiroir sans avoir à demander où elle se trouvait, quand il remarqua comment Lena baissait automatiquement la voix lorsqu'il répondait à un appel téléphonique, quand il regarda Hazel fredonner doucement en travaillant, c'est alors que Richard réalisa. Elle ne faisait pas que passer dans sa maison, elle commençait à l'habiter. Et quelque chose en lui, un vide qu'il portait depuis un an, commença à se remplir d'une sensation qu'il avait presque oubliée, l'affection. Pas seulement l'envie de les protéger jusqu'à ce qu'il trouve Lina, pas seulement de la pitié pour leur situation, mais une affection authentique et croissante pour ce qu'elles étaient. 3 petites personnes distinctes, chacune avec sa propre personnalité, ses peurs et ses minuscules triomphes. La semaine suivante, Richard emmena les filles faire des courses pour des vêtements. Il avait remarqué que les quelques affaires qu'elles avaient dans leur petit sac à dos étaient usées au-delà de toute réparation. Et ces t-shirts transformés en pyjamas, bien que charmants dans leur ampleur, n'étaient pas une solution à long terme. Le centre commercial fut une aventure. Les 3 furent émerveillés par les escalators, par la fontaine au centre, par la simple abondance de tout. Richard remarqua comment elle se serrait fort la main en traversant les foules, comment Mila se positionnait toujours entre ses sœurs et les étrangers, comment les yeux d'Hazel s'écarquillaient devant les vitrines brillamment éclairées. « Vous pouvez choisir ce que vous voulez », dit-il en entrant dans un magasin de vêtements pour enfants. Les filles le regardèrent avec méfiance, comme si elles s'attendaient à un piège. « Vraiment » demanda Mila, la voix prudente. « Vraiment », confirma Richard. « Vous avez besoin de nouveaux vêtements. Tout ce qui vous plaît. » Même avec la permission, leurs choix furent modestes. Mila sélectionna des jeans et des t-shirts simples, toujours pratiques, dans des tons de bleu et de vert. Lena gravita vers des couleurs plus vives, un t-shirt violet à paillettes, une jupe jaune qui tournait quand elle bougeait, mais s'en tint tout de même à des articles basiques et en petit nombre. Hazel hésita devant une robe bleue avec de minuscules étoiles argentées brodées le long de la jupe, touchant doucement le tissu avant de regarder Richard, une question muette dans les yeux. « Celle-là te plaît » demanda-t-il. Elle hocha la tête mais ne fit aucun mouvement pour la prendre. « Alors elle est à toi » dit Richard, décrochant la robe du cintre et la mettant dans le panier. Après un moment d'hésitation, il en attrapa 2 autres du même style dans des tailles différentes. « Et pour tes sœurs aussi, si elles veulent. » La vendeuse, une femme plus âgée au sourire aimable, observa l'interaction. « Vos filles sont charmantes » commenta-t-elle en enregistrant les achats. « Et elles ont l'air si différentes bien qu'elles soient triplées. » Richard hésita seulement une seconde. « Merci » répondit-il simplement, sans corriger son hypothèse. En quittant le magasin,
Il remarqua que les filles marchaient plus près de lui qu'auparavant, presque comme si elles formaient un tout. Et pour la première fois, il ne corrigea pas mentalement cette pensée. Cette nuit-là apporta un orage. Le tonnerre faisait vibrer les fenêtres et les éclairs illuminaient la chambre toutes les quelques minutes. Richard lisait dans le salon quand il entendit de légers bruits de pas dans le couloir. Il leva les yeux pour trouver les 3 fillettes debout dans l'embrasure de la porte, portant leurs nouveaux pyjamas, des chemises de nuit assorties dans différentes nuances de bleu, leurs yeux écarquillés à chaque coup de tonnerre. « C'est vraiment fort, » dit Lena, la voix tremblante. « On peut rester ici ?» demanda Mila, essayant de paraître désinvolte mais clairement effrayée. Richard mit son livre de côté. « Bien sûr, venez. On peut regarder un film jusqu'à ce que l'orage passe. » Les 3 s'installèrent sur le canapé à côté de lui, laissant initialement un peu d'espace entre elles, mais se rapprochant à chaque grondement du tonnerre, jusqu'à ce qu'elles soient toutes pressées contre lui. Hazel, en particulier, frissonnait à chaque coup, cachant son visage contre le bras de Richard. Il ajusta la couverture sur elle et augmenta le volume de la télévision pour masquer le bruit de l'orage. Progressivement, il sentit leurs petits corps se détendre contre lui. « On avait peur des orages quand on vivait dans la rue », dit soudain Mila, la voix basse. Richard la regarda, surpris par cette confession inattendue. « Vous étiez dans la rue depuis longtemps » demanda-t-il doucement. Mila haussa les épaules, un geste qui semblait trop lourd pour ses petites épaules. « Un moment. C'est difficile de savoir combien de temps. » Et avant ça, insista prudemment Richard. « On vivait avec notre maman, » répondit Lena, se joignant à la conversation. « Dans un petit endroit. C'était une seule pièce, » ajouta Mila. « Mais il y avait un tapis rouge, notre maman disait qu'il était magique. »« Comment était-il magique ?» demanda Richard, espérant maintenir la conversation maintenant qu'elle s'ouvrait enfin. « Quand on s'asseyait dessus, » expliqua Hazel, entrant étonnamment dans la conversation, maman disait qu'on pouvait aller n'importe où. Elle nous racontait des histoires sur les endroits qu'on visitait sur le tapis magique. Des plages, des forêts, des montagnes enneigées, dit Lena, les yeux brillants au souvenir. Elle nous racontait des histoires tous les soirs, ajouta Hazel. Même quand elle était très fatiguée. Elle travaillait beaucoup, continua Mila. Toujours 2 emplois, et parfois 3. On la voyait à peine, dit Lena, la tristesse évidente dans sa voix. Elle partait avant qu'on se réveille et rentrait après qu'on soit déjà endormi. Mais le week-end, dit Hazel avec un petit sourire, elle était avec nous toute la journée. Puis on est toutes tombées malades en même temps, continua Hazel, le sourire s'effaçant. Maman a dû manquer le travail pour s'occuper de nous, et ils l'ont renvoyée, conclut Mila. Tous ces emplois. Richard écoutait en silence, chaque mot peignant une image douloureusement claire. On a perdu notre chambre, dit Lena. On est resté dans un refuge pendant un moment, mais c'était mauvais. Les gens se battaient beaucoup. Ils ont essayé de nous séparer, ajouta Mila, la colère tremblant dans sa voix. Ils disaient que c'était plus facile de trouver de la place pour un seul enfant. Maman n'a pas laissé faire, dit Hazel. Elle a dit qu'on ne serait jamais séparés. Un autre coup de tonnerre secoua la maison, mais les filles le remarquèrent à peine, absorbées par l'histoire qu'elle racontait. On a commencé à dormir dans différents endroits, continua Mila. Sous des ponts, dans des bâtiments abandonnés, dans des parcs. Maman disait que ce n'était que pour un temps, jusqu'à ce qu'elle trouve un autre travail. Elle nous apportait toujours quelque chose à manger, dit Lena, la voix tremblante. Même quand on voyait qu'elle n'avait rien mangé. Parfois, ajouta Hazel, elle faisait semblant de ne pas avoir faim, mais son ventre faisait du bruit. Richard déglutit difficilement, imaginant la lutte désespérée d'une mère célibataire essayant de garder ses 3 filles ensemble et nourries. Un jour, dit Mila, sa voix maintenant à peine au-dessus d'un murmure, elle a dit qu'elle avait trouvé un travail. Elle serait cuisinière dans un restaurant. Elle avait l'air heureuse. Elle nous a coiffés, se souvint Hazel. Elle nous a toutes tressées et a chanté cette chanson qu'on aimait, ajouta Lena. Elle a dit qu'elle nous achèterait un cadeau pour fêter ça, poursuivit Lena. Mila prit une profonde inspiration. Elle est partie et n'est jamais revenue. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel tonnerre. Richard sentit les mots s'enfoncer dans sa poitrine comme des pierres. On a attendu, continua Mila après un moment. Pendant 3 jours, au même endroit. Elle nous avait dit de ne pas partir. On est resté sous ce pont, près de la rivière, dit Lena. Notre petit quoi. Puis la nourriture a manqué, poursuivit Mila.
Et il a commencé à pleuvoir très fort. L'eau de la rivière montait, dit Hazel, les yeux écarquillés au souvenir. On a eu peur. On a dû trouver un autre endroit, termina Mila. Mais on revenait toujours voir si maman était rentrée. C'était il y a combien de temps? Demanda Richard, la voix rauque. Plusieurs semaines, dit Mila. On ne sait pas vraiment compter le temps. Richard ferma brièvement les yeux, essayant de maîtriser ses émotions. Quand il les rouvrit, il trouva 3 paires d'yeux le fixant attentivement. Maman va revenir? Demanda soudain Hazel. La franchise et l'espoir enfantin dans sa voix firent craquer quelque chose en Richard. Je ne sais pas, ma chérie, répondit-il honnêtement. Mais quelque chose a dû se passer. Je suis sûr qu'elle ne vous aurait jamais quitté volontairement. Hazel hocha la tête, acceptant la réponse. Sa petite main trouva celle de Richard et la serra avec une force surprenante. Tu vas partir aussi? Demanda Lena, sa voix si basse qu'il faillit ne pas l'entendre. C'est cette question, cette vulnérabilité brute, qui brisa finalement son sang-froid. Richard sentit des larmes couler sur son visage, incapable de les retenir. Les filles le regardèrent, surprises et un peu alarmées. Les adultes ne sont pas censés pleurer, dit Hazel sérieusement, comme si elle récitait une règle apprise. Tout le monde pleure parfois, corrigea doucement Richard. Même les adultes. Surtout quand ils ressentent beaucoup de chagrin. Tu es triste? Demanda Mila, l'observant attentivement. Un peu, Camille. Pour tout ce que vous avez traversé. Et je ressens beaucoup de choses en même temps. Non, répondit-il finalement à la question de Lena. Je ne vais nulle part. Il réalisa que c'était vrai au moment où il le dit. Même s'il trouvait Alina demain, il ne pourrait pas simplement renvoyer ses 3 enfants à la rue. D'une manière ou d'une autre, en quelques jours seulement, elles étaient devenues trop importantes. Il ouvrit les bras et les 3 se pressèrent contre lui. Il sentit leur petit corps se tendre un instant avant de se détendre dans son étreinte. Avec moi, vous ne serez plus jamais seul, promit-il d'une voix basse et ferme. Plus jamais. Et à cet instant, alors qu'il serrait dans ses bras 3 enfants que le monde lui avait envoyés, Richard sentit une certitude grandir en lui. Si ses filles, perdues et seules, avaient survécu pendant des semaines dans la rue, trouvant leur chemin jusqu'à sa porte, jusqu'au collier d'Alina, alors peut-être que sa fille était encore quelque part, elle aussi, attendant, survivant, attendant d'être trouvée. L'orage continuait dehors, mais à l'intérieur du salon, entouré par la chaleur de 3 petits corps confiants, Richard se permit de croire à la famille, aux retrouvailles, à des possibilités qui, quelques jours auparavant seulement, lui avaient semblé disparues à jamais. Un foyer dont aucun d'eux n'avait jamais osé rêver commençait à prendre forme autour d'eux. Richard observait les triplés jouer dans le jardin par la fenêtre de son bureau. Portant de nouveaux vêtements, courant et riant sous le soleil de l'après-midi, elles ressemblaient à des enfants complètement différentes de celles qu'il avait trouvées à l'épicerie 2 semaines plus tôt. Hazel portait la robe bleue aux étoiles argentées, le collier brillant sur sa peau. C'est ce détail qui ramena Richard à la réalité de sa mission. Le collier d'Alina, la maison d'Oak Street, l'enfant qui pleurait. Il avait rassemblé suffisamment d'informations pour justifier la prochaine étape. Il avait besoin d'aide professionnelle. Il ne pouvait pas simplement se présenter à cette maison, pas avec 3 enfants dépendants de lui maintenant, pas quand le moindre faux pas pourrait alerter de possibles ravisseurs. Si sa fille était encore en vie, il ne pouvait pas risquer de l'éloigner encore plus. Richard prit le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. Investigation Parker, répondit une voix grave à l'autre bout du fil. Chat, c'est Richard Cole. Il y eut un moment de silence avant que l'homme ne réponde, sa voix maintenant teintée de surprise. Richard. Ça fait un bail. J'ai besoin de toi. C'est à propos d'Alina. Autre silence, plus long cette fois. Je pensais que l'affaire était classée, dit finalement Chat, prudent. Jamais pour moi, répondit Richard. Et maintenant, j'ai quelque chose de nouveau. Quelque chose de solide. Une demi-heure plus tard, Richard ouvrait la porte à Chat Parker, le détective privé qu'il avait engagé dans les premiers mois après la disparition d'Alina. Un homme grand et mince, aux cheveux courts grisonnants et aux yeux observateurs qui semblaient capter chaque détail autour de lui. Il portait un blazer sombre sur une chemise simple, discret mais professionnel. Ils avaient travaillé intensivement pendant 3 mois, jusqu'à ce que les pistes s'épuisent et que Richard, à contre-cœur, cesse de payer pour des investigations quotidiennes. Occasionnellement, Chat appelait encore lorsqu'il entendait quelque chose qui pourrait être lié, mais même ces appels s'étaient raréfiés avec le temps. « Entre », dit Richard en le conduisant au bureau. « Je veux que tu rencontres quelqu'un après, mais d'abord,
nous devons parler. Dans le bureau, Richard ferma la porte et fit signe à Chat de s'asseoir. Puis, sans préambule, il sortit le collier à l'étoile d'argent d'un tiroir de bureau verrouillé et le posa sur la table. « Tu reconnais ça » Chat se pencha en avant, l'examinant sans le toucher. « Le collier d'Alina » répondit-il, la voix contrôlée mais les yeux plus vifs. « Où l'as-tu trouvé » Richard lui raconta tout. La rencontre avec les filles à l'épicerie, le collier autour du cou d'Hazel, l'histoire de la maison sur Oak Street, le bruit d'un enfant qui pleurait, le couple suspect. Chat écouta sans interruption, prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet. « Je veux que tu vérifies cette maison, » conclut Richard. « Et le couple, si tu peux les identifier. Nous devons savoir si Alina était là, si elle y est toujours, où ils auraient pu l'emmener. » Chat hocha la tête, pensif. « J'aurais besoin du collier pour une analyse scientifique. » Richard hésita. Il s'était habitué à avoir ce petit objet près de lui, le seul lien tangible avec sa fille disparue. Mais il savait que c'était nécessaire. « D'accord, » consentit-il finalement. « Fais ce que tu as à faire. » « Et les filles qui ont trouvé le collier ?» continua Chat. « J'ai besoin de leur parler aussi. »« Elles sont ici, » dit Richard. « Elles vivent avec moi. » Chat haussa les sourcils de surprise. « Tu les as adoptées ?»« Pas officiellement. Pas encore. Mais oui, je m'occupe d'elles. » Chat hocha la tête, sans faire d'autres commentaires. « Je commence immédiatement, » dit-il en plaçant le collier dans une enveloppe spéciale. « D'abord la maison, ensuite on cherchera des infos sur le couple. » 2 jours plus tard, Chat revint avec ses premières découvertes. Richard le reçut de nouveau dans le bureau, anxieux de toute nouvelle. « La maison est vide », commença Chat sans préambule. « Mais il y a des signes clairs d'occupation récente. Je dirais qu'elle a été abandonnée il y a 2 semaines au plus, juste après que les filles aient trouvé le collier. » « Exactement, » observa Richard. « J'ai trouvé des choses intéressantes. » Chat ouvrit un dossier et étala quelques photos sur la table. D'abord, des marques au sous-sol. On dirait qu'il y avait des meubles boulonnés au sol, peut-être un lit ou un berceau. Et j'ai trouvé ça. Il posa un petit sac en plastique transparent sur la table. À l'intérieur se trouvait un minuscule élastique à cheveux roses avec un papillon en plastique. Ça pourrait appartenir à n'importe quel enfant, dit Richard, essayant de stabiliser sa voix. Oui, mais la description correspond à l'un des élastiques qu'Alina portait quand elle a disparu, selon le rapport de police. Richard sentit son cœur s'emballer. Quoi d'autre ? Les voisins ont confirmé qu'un couple se montrait occasionnellement. Ils n'y vivaient pas à plein temps. Ils apparaissaient quelques jours, puis disparaissaient pendant des semaines. Personne ne connaissait leur nom. Ils restaient entre eux, ne socialisaient pas. Les descriptions correspondent à ce que les filles ont dit. Femme aux cheveux roux, homme barbu. Chat hocha la tête. Oui. Et j'ai quelque chose d'encore plus intéressant. Il posa une autre photo sur la table, une image granuleuse d'une caméra de sécurité. Ça vient d'une station-service à 2 pâtés de Maison de la Maison. Elle a filmé le couple faisant le plein il y a environ 1 mois. Richard étudia la photo. La qualité n'était pas excellente, mais il pouvait distinguer une femme aux cheveux roux vifs et un homme costaud à la barbe noire, exactement comme les filles l'avaient décrit. « Tu reconnais l'un d'eux » demanda Chat. Richard regarda attentivement, puis secoua la tête. « Non, je ne les ai jamais vus auparavant. Je ne m'y attendais pas. J'ai passé leur visage dans les bases de données de la police. J'ai obtenu une correspondance partielle sur l'homme. » Chat posa une autre photo sur la table. Un cliché d'identité judiciaire d'un homme similaire, bien qu'avec des cheveux et une pilosité faciale différents. Gregory Pearson. Arrêté pour fraude documentaire il y a 8 ans dans un autre État. A purgé 18 mois et a disparu après sa libération conditionnelle. Donc il a un casier judiciaire. Oui, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, ce sont d'autres plaintes. Chat ouvrit un autre dossier. Au cours des 5 dernières années, au moins 3 villes différentes ont signalé des plaintes contre un couple ayant une description similaire, toujours liée à des adoptions douteuses. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Adoption ? Adoptions illégales, précisa Chat. Ils ne sont pas des agents agréés ni liés à des agences d'adoption légitimes. Le schéma semble être le suivant, ils identifient des enfants vulnérables, souvent dans les parcs, les écoles ou simplement dans la rue. Dans certains cas, apparemment, ils enlèvent même directement les enfants. Le mot « enlève » retourna l'estomac de Richard. Ensuite, continua Chat,
Ils recherchent des familles désespérées qui veulent adopter mais ne peuvent ou ne veulent pas passer par le système légal. Des gens avec des casiers judiciaires, des étrangers sans visa permanent, des couples qui seraient rejetés à cause de l'âge ou d'autres facteurs. Et ils vendent les enfants à ces familles, termina Richard, la voix basse. Essentiellement, oui. Ils utilisent de fausses identités, opèrent dans différentes villes pendant de courtes périodes, louant généralement des maisons isolées ou abandonnées comme base temporaire. Quand la pression devient trop forte ou qu'ils terminent une livraison, ils déménagent dans une autre ville. Comment as-tu découvert tout ça? Si la police est au courant, pourquoi n'ont-ils pas été arrêtés? Chat se pencha en arrière dans son fauteuil. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais assez de preuves. Les familles qui ont reçu les enfants coopèrent rarement. Elles ont peur de perdre l'enfant ou de faire face à des poursuites pénales. De plus, le couple est prudent. Il ne laisse aucune trace écrite, n'utilise jamais 2 fois le même nom, paie toujours en espèces. Richard réfléchit un instant. Et tu penses qu'Alina était l'une de leurs victimes? Le profil correspond parfaitement, répondit Chat. Alina avait l'âge idéal, assez jeune pour s'adapter à une nouvelle famille, assez âgée pour ne pas nécessiter de soins infantiles. En bonne santé, jolie, bien élevée. Et la façon dont elle a disparu rapidement, sans témoin, dans un parc public, correspond à leur méthode. Richard ferma les yeux un instant, essayant de tout assimiler. L'idée que sa fille ait été enlevée pour être vendue à une autre famille était presque insupportable. Et pourtant, il y avait une lueur d'espoir dans la douleur. Si c'était le cas, Alina était probablement encore en vie. « As-tu trouvé des pistes sur l'endroit où ils auraient pu aller cette fois » demanda-t-il enfin. Chat hocha la tête. « J'ai réussi à suivre la voiture des images de sécurité, une berline noire avec une plaque partiellement visible. Elle a été repérée passant par un péage sur l'autoroute inter-État, en direction du nord, il y a 2 semaines. Voici la partie intéressante. » Il fit une pause, plaçant une autre photo sur la table. Le système de péage a capturé ça. L'image montrait la même voiture, maintenant avec la plaque clairement visible. Sur la banquette arrière, partiellement obscurcie mais reconnaissable, il y avait un enfant. On ne voit pas clairement le visage, prévint Chat alors que Richard se penchait, le cœur battant. On ne peut pas confirmer que c'est Alina, mais c'est une petite fille, apparemment du bon âge, avec la bonne couleur de cheveux. Richard étudia l'image attentivement, comme s'il pouvait en extraire plus de détails par la seule force de sa volonté. L'enfant sur la photo avait les cheveux châtain clair, comme Alina. Son visage était incliné vers le bas, partiellement caché, mais quelque chose dans sa posture, dans l'inclinaison de sa tête. « Où mène cette autoroute » demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. « Northbrook. Une petite ville à environ 3 heures d'ici. J'ai appelé quelques contacts dans la police locale. Personne n'a signalé avoir vu le couple, mais ils sont en alerte. Nous devons y aller. » Chat fit un geste de prudence. « J'y travaille, Richard. J'ai un informateur qui vérifie chaque hôtel et propriété locative dans la région. Mais nous devons être prudents. S'ils réalisent que nous sommes sur leur piste, ils pourraient disparaître avec Alina à nouveau. » Exactement, dit Richard, comprenant le risque. Ou pire, ils pourraient se débarrasser du problème. Un lourd silence tomba sur le bureau. L'implication était claire et trop terrible pour être dite à voix haute. « Combien de temps avant que nous ayons assez d'informations pour agir » demanda finalement Richard. « Donne-moi 2 jours de plus, répondit Chat. Je suis sur des pistes prometteuses concernant une propriété isolée près de Northbrook qui a été louée récemment, payée en espèces par un couple correspondant à la description. J'ai besoin de confirmer avant que nous ne passions à l'action. » Richard hocha la tête, luttant contre l'envie de sauter dans sa voiture à cet instant même et de conduire jusqu'à Northbrook. 2 jours, consentit-il. Pas plus. Quand Chat se leva pour partir, Richard l'accompagna jusqu'à la porte. Dans le couloir, ils entendirent des rires provenant du salon. Les triplés regardaient un dessin animé, totalement absorbés par l'histoire colorée à l'écran. « Richard, dit Chat, sa voix plus basse maintenant, je ne te demanderai pas comment tu comptes expliquer ces filles aux autorités, ni ce que tu feras d'elles si, quand nous trouverons Alina. » Richard croisa le regard du détective. « Je vais m'occuper d'elles toutes. » Ce que Chat vit dans le visage de Richard parut le satisfaire. Il hocha la tête une fois, fermement. « 2 jours, répéta-t-il. Sois prêt. » Quand la porte se referma derrière Chat, Richard resta là un instant, absorbant tout ce qu'il avait découvert.
Un couple impliqué dans des adoptions illégales, des enfants kidnappés et vendus. Alina, peut-être vivante, peut-être effrayée, peut-être croyant qu'il l'avait abandonnée. Et maintenant, enfin, une piste solide, une trace à suivre. Richard prit une profonde inspiration et retourna au salon, où trois paires d'yeux se tournèrent brièvement vers lui avant de revenir au dessin animé. Il s'assit sur le canapé, laissant Hazel se blottir contre lui, comme elle avait commencé à le faire dernièrement. 2 jours, pensa-t-il. Dans 2 jours, il serait peut-être en route pour trouver Alina, pour ramener sa fille à la maison. Une maison qui avait maintenant de la place pour 3 autres petits cœurs. Les 2 jours promis par chat s'étirèrent en 4. Richard oscillait entre anxiété et désespoir, essayant de maintenir un air de normalité pour les triplés. Le matin, il préparait le petit déjeuner, les aidait à dessiner, regardait des films d'animation. Le soir, une fois qu'elles étaient endormies, il restait éveillé, épluchant chaque détail que chat envoyait par SMS. L'après-midi du 4e jour, son téléphone sonna. « Je les ai trouvés », dit chat sans détour. Il loge dans une pension à la périphérie de Northbrook. Petit endroit, discret, du genre qui ne pose pas de questions. Le cœur de Richard battait la chamade. « Tu es sûr que ce sont eux ?» « Absolument. » Femme aux cheveux roux, homme barbu. Enregistré sous le nom de John et Mary Smith. On payait pour 2 semaines en espèces. Richard jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était presque 16 heures. Combien de temps pour y arriver? 3 heures en voiture. Richard, nous devons être prudents. Je suggère que nous impliquions d'abord la police locale. Non, interrompit Richard. Pas de police. Pas encore. S'ils se font arrêter avant de nous dire où est Alina, nous pourrions la perdre pour toujours. Il y eut une brève pause au bout du fil. Je comprends, dit finalement chat. Retrouve-moi à la station-service juste à l'extérieur de la ville dans 1 heure. N'apporte que l'essentiel. Richard raccrocha et resta immobile un instant, essayant d'organiser ses pensées. La possibilité de découvrir enfin où se trouvait Alina lui semblait si proche, si tangible, que c'en était presque douloureux. Dans le salon, les triplés regardaient un dessin animé, complètement absorbés. Au cours des semaines qu'elles avaient passées avec lui, elles s'étaient transformées, des visages plus ronds, des yeux plus brillants, des sourires plus fréquents. Richard sentit une vague d'affection pour elles. « Les filles, dit-il doucement. » 3 têtes se tournèrent simultanément. « Je dois faire un voyage pour le travail, dit-il, gardant sa voix calme. Juste pour 1 jour ou 2. La réaction fut immédiate. Mila se raidit, ses yeux instantanément alertes. Lena serra un ours en peluche contre sa poitrine. Hazel, la plus sensible des 3, laissa sa lèvre inférieure trembler légèrement. « Vous resterez avec Madame Cooper », continua Richard, faisant référence à la voisine âgée qu'il avait récemment rencontrée et qui avait offert son aide. « Elle est très gentille et s'occupera de vous jusqu'à ce que je revienne. »« Tu reviendras, hein » demanda Hazel, sa voix fluette. Le cœur de Richard se serra. Il s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Toujours », promit-il, regardant chacune d'elles dans les yeux. « Je reviendrai toujours pour vous. » 1 heure plus tard, après avoir déposé les filles chez Madame Cooper, une veuve alerte qui commença immédiatement à parler de biscuits faits maison et de jeux de société, Richard retrouva chat à la station convenue. « Prêt ?» demanda le détective, étudiant le visage tendu de Richard. Richard hocha la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix. Il ne portait qu'un petit sac à dos avec une tenue de rechange et une photo encadrée d'Alina, sa préférée, prise quand elle avait 3 ans, souriant largement tout en tenant une glace à la fraise, le visage légèrement barbouillé. Le trajet se fit en silence, chaque homme perdu dans ses pensées. Richard regardait le paysage défiler par la fenêtre sans vraiment le voir, essayant de contrôler la tempête d'émotions qui menaçait de le consumer. Et si ce n'était pas Alina? Et si c'était elle, mais qu'elle ne le reconnaissait pas? Et si le couple niait tout? Quel est le plan? Demanda-t-il finalement alors qu'ils apercevaient les premiers panneaux indiquant Northbrook. Approche directe, répondit chat. Nous nous présenterons comme des détectives privés à la recherche d'une enfant disparue. Nous ne mentionnerons pas l'enlèvement ni la police. L'idée est de leur faire croire que nous voulons seulement des informations, pas de les faire arrêter. Et s'ils refusent de parler? Chat jeta un regard de côté à Richard. J'ai des moyens d'être persuasif. Mais espérons que nous n'en aurons pas besoin. La pension était exactement ce à quoi Richard s'attendait. Un bâtiment de 2 étages à la peinture écaillée, une enseigne au néon partiellement grillé, le genre d'endroit où personne ne pose de questions tant que vous payez.
Chat se gara de l'autre côté de la rue. Chambre 14, deuxième étage, dit-il. Allons-y, à la réception, une femme d'âge moyen à l'expression ennuyée feuilletait un magazine. Nous cherchons M et Madame Smith, dit Chat, exhibant un faux badge que Richard ne l'avait jamais vu utiliser auparavant. Chambre 14. La femme leva à peine les yeux. Ils sont à l'étage, répondit-elle avec désintérêt. Ils montèrent le étroit escalier en silence. Le couloir faiblement éclairé les mena à une porte avec le numéro 14 délavé. Laisse-moi parler en premier, chuchota Chat. Richard hocha la tête, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Chat frappa 3 fois. Il y eut du mouvement à l'intérieur, une voix étouffée, des bruits de pas s'approchant. La porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres, révélant une partie du visage d'une femme encadrée par des cheveux roux vifs. « Oui » demanda la femme, la voix pleine de suspicion. « Madame Smith, nous sommes des détectives privés, » dit Chat, son ton professionnel et neutre. « Nous aimerions vous poser quelques questions sur une fillette disparue. » La porte commença à se fermer, mais Chat fut plus rapide, glissant son pied dans l'entrebâillement. « Nous ne sommes pas là pour causer des ennuis, » continua-t-il. « Nous voulons juste des informations. La famille est dévastée. » Il y eut un moment de silence, puis la porte s'ouvrit complètement. La femme aux cheveux roux les dévisagea avec des yeux durs. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-elle. « John, il y a des gens ici. » De la pièce exiguë, un homme costaud à la barbe noire apparut, vêtu d'un jean et d'un t-shirt taché. Ses yeux se rétrécirent en observant les visiteurs. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en s'avançant à côté de la femme. « Comme je l'ai dit à votre femme, nous sommes des détectives privés, » répéta Chat. « Nous cherchons une fillette disparue depuis environ 1 an. Nous pensons que vous pourriez avoir des informations. »« Nous ne savons rien d'aucune fillette, » dit l'homme rapidement. « Vous vous trompez de personne. » Richard ne put se retenir plus longtemps. Il s'avança, sortant la photo encadrée de son sac à dos. « Ma fille, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Elle a disparu il y a 1 an. S'il vous plaît, si vous savez quelque chose, n'importe quoi. » Il tendit la photo. L'homme et la femme échangèrent des regards rapides, mais ce fut le scintillement presque imperceptible de reconnaissance dans les yeux de l'homme qui confirma à Richard qu'ils étaient sur la bonne voie. « Jamais vu de ma vie, » dit la femme, mais sa voix tremblait légèrement. Chat s'avança. « Écoutez, » dit-il doucement, « nous savons ce que vous faites. Les adoptions alternatives. Nous ne sommes pas là pour vous juger ni pour vous dénoncer. Nous voulons juste retrouver la fillette. » « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, » insista la femme, mais l'homme posa une main sur son bras, la faisant taire. « Entrez, » dit-il finalement. « On ne peut pas parler dans le couloir. » La pièce était petite et étouffante. Un lit double en désordre, des valises à moitié ouvertes, des emballages de plats à emporter éparpillés. Richard resta debout, incapable de s'asseoir, tenant la photo d'Alina comme un talisman. « Que voulez-vous savoir » demanda l'homme, s'asseyant sur le bord du lit. « Greg » siffla la femme en guise d'avertissement. « Tais-toi, Donna » claqua-t-elle. « On en a fini avec cette affaire de toute façon. Ça n'a plus d'importance maintenant. » Richard sentit une vague d'espoir mêlée d'effroi. « Alors vous l'avez vue. Vous l'avez prise. » L'homme, Greg, étudia la photo un long moment. « Elle me dit quelque chose, » admit-il finalement. « Mais on s'occupe de beaucoup d'enfants. »« Alina Cole, » dit Richard, la voix presque suppliante. Cheveux châtain clair, yeux verts. Elle portait un collier en étoile d'argent. Quelque chose vacilla dans les yeux de l'homme. « Le collier » murmura-t-il. « Ouais, je me souviens du collier. La gamine ne voulait pas l'enlever. »« Même quand ?» Il s'arrêta brusquement, jetant un regard à la femme. « Même quand quoi ?» pressa Richard, le cœur battant la chamade. L'homme soupira lourdement. « Écoutez, on n'est pas des monstres, d'accord ? On ne fait jamais de mal aux enfants. On les place juste dans des familles qui les veulent vraiment. »« Où est ma fille ?» demanda Richard, la voix brisée. « C'était elle » admit finalement l'homme en désignant la photo. « On l'a prise au parc. C'était facile. La babysitter était distraite sur son téléphone. La petite est venue quand Donna lui a offert une glace. Les enfants font confiance à ce genre de personnes. » Richard ferma les yeux un instant, luttant contre la vague de nausées déclenchée par la description désinvolte de la manière dont sa fille avait été enlevée. « À qui l'avez-vous donné » demanda Chat, la voix ferme. « Un couple, loin, » dit Greg. «
On ne connaît jamais leur vrai nom, on ne demande jamais. Ils ont bien payé. Voulez une fille bien élevée, en bonne santé, jolie. La vôtre était parfaite. Richard sentit ses jambes faiblir, s'appuyant contre le mur pour ne pas s'effondrer. Où l'ont-ils emmené, parvint-il à demander. Ils ont dit qu'ils allaient dans une autre ville. Riverview, je crois. N'est-ce pas, Donna? La femme hocha la tête à contre-cœur. Riverview. À environ 5 heures au nord d'ici. Avez-vous des noms, des adresses, quoi que ce soit, pressa Chat. Greg secoua la tête. On ne garde pas ces infos. C'est plus sûr comme ça. Mais ils seraient à Riverview, insista Richard. Probablement, répondit l'homme. Ils ont dit qu'ils avaient de la famille là-bas. La petite aurait des cousins avec qui jouer. Richard échangea un regard avec Chat. C'était une piste, pas grand-chose, mais assez pour continuer à chercher. Est-ce qu'elle allait bien? Demanda Richard, la voix à peine un murmure. Quand vous l'avez remise, est-ce qu'elle allait bien? Une ombre de quelque chose ressemblant à du remords traversa le visage de Greg. Elle a beaucoup pleuré au début. Appelez après vous. Mais après quelques jours, les enfants s'adaptent vite. Au moment où le couple l'a prise, elle s'était calmée. Richard hocha la tête, incapable de parler, l'image d'Alina pleurant après lui brûlant dans son esprit comme du feu. Allons-y, dit Chat, posant une main sur l'épaule de Richard. Nous avons ce qu'il nous faut. En sortant, Richard s'arrêta et se tourna une dernière fois vers le couple. Si vous vous faites prendre, avouez. Dites à la police tout ce que vous savez sur tous les enfants. Peut-être que ça aidera votre peine. Il n'attendit pas de réponse. Il descendit les escaliers, hébété, guidé seulement par la main ferme de Chat sur son épaule. Le voyage vers Riverview commença à l'aube le lendemain, après une nuit blanche dans un motel près de la pension. Richard était épuisé mais trop tendu pour sentir la fatigue. La population de Riverview est petite, dit Chat en conduisant. Environ 15 000 personnes. Ça facilitera la recherche. Où commençons-nous? Demanda Richard, fixant le paysage qui défilait par la fenêtre. Les registres d'adoption. Même illégalement, ils auraient besoin de paperasse pour inscrire la fille à l'école ou obtenir des soins médicaux. Probablement falsifiés, mais il y aurait quand même une trace. Riverview était une petite ville américaine typique, une rue principale avec des magasins, des restaurants et des services de base, entourée de quartiers résidentiels calmes. Des arbres matures bordaient les trottoirs, des enfants jouaient dans les jardins sous le soleil d'automne. Leur premier arrêt fut le bureau du greffier du comté. Chat se présenta comme un détective privé travaillant sur une affaire d'héritage, ayant besoin de retrouver des membres de la famille. L'histoire, combinée à quelques discrets billets de $100, assura la coopération du greffier ennuyé. Nous cherchons des registres d'adoption ou de tutelle de l'année dernière, expliqua Chat. Plus précisément, une fillette d'environ 5 ans nommée Alina. Le greffier tapa sur un ordinateur pendant plusieurs minutes, puis secoua la tête. Aucune adoption formelle sous ce nom. Et les dossiers scolaires, suggéra Richard. Nouvelles inscriptions au cours de l'année écoulée. Plus de frappes. Nous avons 3 Alina dans les écoles locales, dit le greffier. Alina Jenkins, 8 ans, Alina Petrova, 12 ans, et Alina Matthews, 5 ans. Inscrite à l'école primaire de Riverview il y a environ 10 mois. Richard et Chat échangèrent des regards. Pouvons-nous voir le dossier d'Alina Matthews? Demanda Chat. Le greffier hésita, mais un autre billet discret mit fin à sa réticence. Quelques minutes plus tard, ils avaient des copies des formulaires d'inscription scolaire en main. Richard étudia la paperasse, les mains tremblantes. Une petite photo était agrafée dans le coin supérieur, une petite fille aux cheveux châtain clairs et aux yeux verts, le visage sérieux pour la photo officielle, mais indubitablement Alina. Son Alina. C'est elle, murmura-t-il, la voix brisée. Chat, c'est elle. Les détails sur le formulaire étaient un mélange de vérité et de mensonge. Nom, Alina Matthews. Date de naissance, correcte. Nom des parents, James et Elizabeth Matthews. Adresse, 247 Cedar Lane, Riverview. Les documents sont falsifiés, nota Chat, pointant des incohérences subtiles dans les tampons et les signatures. Mais assez bien fait pour passer une vérification de base. Richard l'entendait à peine. Il ne pouvait détacher ses yeux de la photo d'Alina. 1 an de plus que la dernière fois qu'il l'avait vue, plus sérieuse, ses yeux un peu moins brillants, mais vivante. Sa fille était vivante. Allons-y, dit-il, sa voix soudainement ferme, déterminée. Nous avons une adresse.
Cedar Lane se trouvait dans un quartier résidentiel calme à la périphérie de la ville. Des maisons bien entretenues avec des jardins spacieux, des vélos dans les allées, des balançoires aux arbres. Un endroit parfaitement ordinaire pour élever une famille. L'endroit parfait pour cacher un enfant kidnappé. Chat se gara à 2 maisons du 247, une maison bleu clair de 2 étages avec une clôture blanche et un jardin soigné. Totalement normal. Totalement insoupçonnable. Que faisons-nous maintenant ? Demanda Richard, les yeux fixés sur la maison où sa fille pourrait se trouver. Nous observons d'abord, répondit Chat. Confirmez qu'elle est là. Ensuite, nous planifions. Richard hocha la tête, bien que chaque partie de lui hurlât de courir à cette porte et de réclamer sa fille. Mais il savait que Chat avait raison. Il devait être prudent, pour la sécurité d'Alina. Elle est là, dit-il, plus pour lui-même que pour Chat. Je peux le sentir. Si proche. Après un an de cauchemar et de désespoir, après avoir presque perdu espoir, il n'était qu'à quelques mètres de sa fille. Je te ramènerai à la maison, Alina, promit-il en silence. Je suis là maintenant. Richard dormit à peine cette nuit-là. Chat et lui logeaient dans un petit hôtel du centre-ville, à quelques minutes seulement de Cedar Lane. Après des heures de surveillance, ils avaient vu un homme et une femme, probablement dans la quarantaine, aller et venir, mais aucun signe d'Alina. Ce qui n'était pas surprenant, il était tard, probablement après l'heure du coucher pour une fillette de 6 ans. Les premières heures du matin s'écoulèrent lentement tandis que Richard gisait, fixant le plafond du motel, son cœur battant à un rythme irrégulier. Plus d'une fois, il prit son téléphone pour appeler Madame Cooper et prendre des nouvelles des triplés, mais à chaque fois, il voyait l'heure et le reposait. Finalement, alors que les premiers rayons de lumière du jour se glissaient à travers les rideaux fins, il se leva pour affronter le jour qui pourrait changer sa vie à jamais. Revoyons le plan, dit Chat au petit déjeuner dans un restaurant voisin. Nous surveillons la maison le matin. Si nous confirmons la présence d'Alina, nous contactons la police locale. Richard secoua la tête, remuant son café intact. Nous en avons discuté. Si la police s'en mêle, ça devient compliqué. Enquête, service de protection de l'enfance, audience au tribunal, ça pourrait traîner pendant des mois. C'est la procédure normale, Richard, insista Chat. Légalement ? Légalement, je suis son père, l'interrompit Richard. J'ai son acte de naissance original, des photos, des dossiers médicaux. Eux, ils ont des papiers falsifiés. Je ne suis pas ici pour regagner la garde, Chat. Je suis ici pour ramener ma fille à la maison. Chat étudia le visage tendu de son ami un long moment. Et s'il résiste ? Alors nous appelons la police, concéda Richard. Mais d'abord, je veux leur parler. De personne à personne. De père à père. Le détective parut toujours peu convaincu mais hocha la tête. D'accord. Faisons-le. Ils arrivèrent à Cedar Lane peu après 8 heures du matin. Le quartier se réveillait. Un homme récupérait le journal dans son allée, une femme promenait un Golden Retriever. Des enfants attendaient un bus scolaire au coin de la rue, des sacs à dos aux couleurs vives sur les épaules. Richard sentit une boule dans sa poitrine à l'idée qu'Alina vive cette routine normale, allant à l'école chaque matin, rentrant chaque après-midi, pendant que lui passaient ses journées rongées par l'incertitude. Ils se garèrent de l'autre côté de la rue, à quelques maisons du 247. La maison bleue était calme. Un monospace argenté dans l'allée suggérait que quelqu'un était à la maison. Et maintenant ? Demanda Chat. Richard ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur le côté du jardin, où un léger mouvement avait attiré son attention. Une porte moustiquaire s'ouvrit et se referma, puis, comme une apparition, une petite fille sortit. Cheveux châtain clair en une tresse lâche, une robe bleu pâle sur des leggings, des baskets blanches avec de petites étoiles sur les côtés. Elle portait un livre et semblait chercher un endroit pour s'asseoir. « Alina » murmura Richard, tout l'air quittant ses poumons. C'était elle. Un an de plus, un peu plus grande, mais indubitablement sa fille. Richard ouvrit la portière de la voiture avant de réaliser ce qu'il faisait. « Richard, attends !» commença Chat, mais il était déjà dehors, traversant la rue dans ce qui lui parut un ralenti. Son cœur battait la chamade alors qu'il atteignait la clôture blanche qui bordait le jardin. Alina s'était installée sous un grand érable, adossée au tronc, le livre ouvert sur ses genoux. Elle ne l'avait pas encore vu. Richard s'arrêta au bord du jardin, incapable de faire un pas de plus. Que dirait-il ? Comment expliquerait-il sa présence ? Et si elle criait ? Et si elle avait peur de lui ? Et si elle ne le reconnaissait pas ? Mais alors, comme si elle sentait sa présence, Alina leva les yeux de son livre.
Un instant, elle le regarda d'un air absent, comme si elle voyait un étranger. Richard sentit son cœur sombrer. Puis, quelque chose changea sur son visage. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit légèrement. Le livre glissa de ses genoux alors qu'elle se levait lentement, comme en transe. Richard ne pouvait bouger, ne pouvait parler, pouvait à peine respirer. Le monde autour d'eux disparut, la circulation lointaine, les oiseaux dans les arbres, les bruits du matin dans un quartier calme. Tout se compressa en cet instant, cette connexion qu'un an de séparation n'avait pas rompue. Alina fit un pas hésitant vers lui, puis un autre. Ses lèvres formèrent un mot silencieux, « Papa ». Et puis elle courait, traversant la pelouse avec la vitesse que seul un enfant peut avoir. Richard tomba à genoux alors qu'elle l'atteignait, ouvrant les bras juste à temps pour la rattraper dans une étreinte qui ressemblait à la fin d'un cauchemar et au début d'un rêve. Alina jeta ses bras autour de son cou avec une force surprenante, son petit corps tremblant d'émotions trop grandes pour être contenu. « Tu m'as trouvé », murmura-t-elle contre son cou, sa voix exactement comme il s'en souvenait, seulement légèrement plus mûre. « Tu m'as trouvé ». Richard ne put répondre. Les larmes qu'il avait retenues si longtemps coulaient maintenant librement alors qu'il tenait sa fille, son Alina, vivante, réelle, de retour dans ses bras. Il enfouit son visage dans ses cheveux, respirant son odeur, sentant sa chaleur, confirmant à chaque seconde qui passait que ce n'était pas un autre de ces douloureux rêves de retrouvailles qui l'avaient tourmenté pendant des mois. Il ne sut combien de temps ils restèrent ainsi, secondes, minutes ou heures. Le temps avait perdu son sens. Il ne revint à la réalité que lorsqu'il entendit une voix surprise venant de la direction de la maison. « Alina ! Alina, qui est cet homme ? Éloigne-toi de lui !» Richard leva les yeux pour voir une femme dans la quarantaine courir à travers la pelouse vers eux, le visage tordu de peur et d'alarme. Il se leva, gardant Alina près de lui, un bras protecteur autour de ses petites épaules. « Je m'appelle Richard Cole, » dit-il, sa voix étonnamment claire. « Je suis le père d'Alina. » La femme s'arrêta brusquement, son visage pâlissant. Elle regarda Alina, qui s'accrochait maintenant à la taille de Richard, le visage pressé contre lui, refusant de le lâcher. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Elle, nous l'avons adoptée. Légalement. »« Non, madame, vous ne l'avez pas fait, » répondit Richard, gardant son ton ferme mais pas hostile. « Ma fille a été enlevée il y a 1 an. Les papiers d'adoption que vous avez sont falsifiés. » La femme chancela légèrement, une main volant à sa bouche. À ce moment, Chat s'approcha, se tenant à côté de Richard. « Je suggère que nous continuions cette conversation à l'intérieur, » dit-il d'un ton professionnel. « À moins que vous ne préfériez en discuter ici, devant les voisins. » La femme, Elizabeth Matthews, vraisemblablement, regarda autour d'elle, apercevant un voisin arrosant ses plantes et observant avec curiosité. Elle hocha la tête sèchement et se dirigea vers la maison. « James » appela-t-elle dès qu'ils entrèrent. « James » Un homme apparut rapidement dans le salon, encore en peignoir, les cheveux humides d'une douche récente. Son regard confus passa de sa femme aux étrangers, puis à Alina, qui s'accrochait toujours à Richard comme s'il pouvait disparaître si elle le lâchait. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix tendue. « Il dit qu'il est le père d'Alina » répondit Elizabeth, ses mots tremblants. « Il dit qu'elle a été enlevée. » Le visage de l'homme devint blanc. « C'est vrai, » dit Richard, sortant son portefeuille d'une main tout en gardant l'autre sur l'épaule d'Alina. « J'ai des documents, des photos, tout ce dont vous avez besoin pour confirmer. » Au cours des 20 minutes suivantes, assis dans le salon soigné des Matthews, Richard montra les preuves qu'il portait, l'acte de naissance original d'Alina, des photos de sa petite enfance jusqu'au jour de sa disparition, des coupures de journaux sur l'enlèvement, même une vieille carte d'assurance maladie à son nom. Alina ne le lâcha jamais. Assise à ses côtés sur le canapé, elle gardait une main enroulée autour de la sienne comme pour s'assurer qu'il ne disparaîtrait pas à nouveau. Occasionnellement, elle regardait son visage, comme si elle aussi avait besoin de confirmer qu'il était réel. James Matthews mit sa tête dans ses mains alors que la réalité s'imposait. « Oh mon Dieu » murmura-t-il. « Oh mon Dieu ! Nous ne savions pas. Je jure que nous ne savions pas. Comment est-elle arrivée jusqu'à vous » demanda Chat, son ton plus doux maintenant, le tranchant accusateur remplacé par quelque chose proche de la pitié. Elizabeth échangea un regard rapide avec son mari avant de répondre. « Nous avons essayé d'adopter pendant des années, » commença-t-elle, par les voies officielles. Mais il y avait tellement de paperasse, tellement de rejets. Notre âge, nos revenus, il y avait toujours un problème.
Puis un ami d'un ami a mentionné un couple qui aidait à mettre en relation des enfants avec des foyers aimants, sans toute la bureaucratie. Ça semblait parfait, continua James. Ils nous ont montré des photos de plusieurs enfants, on dit que c'était des cas spéciaux, des orphelins, des enfants abandonnés, des situations compliquées où les parents biologiques avaient renoncé à leurs droits mais où le système ne l'avait pas encore traité. Et Alina, pressa Richard. Ils ont dit qu'elle était la fille d'une mère célibataire décédée, expliqua Elisabeth, des larmes coulant maintenant sur ses joues. Que le père n'avait jamais été dans sa vie et avait signé la renonciation à la garde. Ils nous ont montré des documents. Ils avaient l'air légitimes. Combien avez-vous payé ? Demanda Chat. 50 000, admit James à voix basse. Pour les frais de dossier et les frais juridiques. Richard sentit une vague de nausée mais la repoussa. Ce n'était pas le moment pour la colère ou le jugement, Alina était ce qui comptait. Elle écoutait tranquillement, inhabituellement pour une fillette de 6 ans, mais il était clair qu'elle absorbait chaque mot. « J'ai toujours su que tu viendrais, » dit-elle soudain, surprenant tous les adultes dans la pièce. « Je rêvais de toi toutes les nuits. » La simplicité de sa déclaration frappa Richard comme un coup physique. Il serra sa petite main. « Tu m'as tellement manqué, ma chérie, » répondit-il, la voix tremblante. « Je t'ai cherché chaque jour. » Alina hocha la tête comme si c'était exactement ce à quoi elle s'attendait. « J'ai essayé d'être sage, » continua-t-elle en jetant un coup d'œil aux Matthews. « Ils ont été gentils avec moi, mais ils n'étaient pas moi, » termina doucement Richard. Alina hocha de nouveau la tête, posant sa tête sur son bras. Elisabeth couvrit son visage de ses mains, sanglotant silencieusement. James avait l'air abasourdi, vaincu. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Allons-nous en prison ?» Chat intervint. « Techniquement, vous êtes en possession d'un enfant kidnappé avec des documents falsifiés. Ce sont des crimes graves. » Les Matthews parurent se ratatiner davantage. Richard nota le soin évident avec lequel ils entretenaient leur maison, les livres pour enfants sur les étagères, les photos d'Alina souriante dans des cadres autour de la pièce. Ils avaient peut-être été trompés, mais ils avaient aimé sa fille. Ils s'étaient occupés d'elle quand ils ne le pouvaient pas. « Je ne veux pas que la police s'en mêle, » dit-il finalement, « tant que vous coopérez. » L'espoir vacilla sur les visages des Matthews. « Nous ferons n'importe quoi, » dit rapidement Elisabeth. Richard prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de ramener Alina à la maison aujourd'hui, maintenant, sans complications ni retard. » « Bien sûr, » acquiesça James, bien que la douleur dans sa voix fût évidente. « Et j'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez sur le couple qui vous a amené Alina. Nom, contact, comment vous les avez trouvés, tout. Ils doivent être arrêtés avant qu'ils ne fassent ça à d'autres familles, d'autres enfants. » Le couple hocha la tête à l'unisson. « Nous vous dirons tout, » promit James. Chat parut surpris de l'approche conciliante de Richard mais n'intervint pas. Richard sentit Alina lui serrer la main et il sut qu'il prenait la bonne décision. Plus de traumatisme, plus de conflits n'aideraient personne, surtout pas sa fille. « Alina, ma chérie, » dit Elisabeth, la voix brisée, « tu dois partir avec ton père maintenant. Il t'a tellement manqué. » Alina se tourna vers la femme qui avait été sa mère de substitution pendant l'année écoulée. « Je peux prendre mes affaires ?» demanda-t-elle, premier signe qu'elle pourrait regretter quelque chose de ce foyer temporaire. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Elisabeth. « Je vais t'aider à faire tes valises. » Mais 1 heure plus tard, avec le monospace des Matthews chargé de boîtes contenant les affaires d'Alina, vêtements, livres, jouets, même un petit aquarium avec un poisson rouge, ils étaient prêts à partir. Chat ramènerait la voiture de location tandis que Richard emmènerait Alina dans le monospace, que James insista pour qu'il garde. « C'est le moins que nous puissions faire, » avait-il dit. L'adieu fut silencieux et chargé d'émotions contradictoires. Les Matthews luttaient clairement contre l'envie d'embrasser Alina une dernière fois, tandis que la fillette restait près de Richard, craignant toujours qu'il ne disparaisse. « Irez-vous bien ?» demanda Richard, se surprenant lui-même de la question. Elisabeth offrit un sourire tremblant. « Éventuellement. Savoir qu'elle est là où elle doit être aide. » Les numéros de téléphone furent échangés pour toute information ultérieure sur les ravisseurs, peut-être un jour, pour faire savoir aux Matthews comment allait Alina, bien qu'aucune promesse formelle n'ait été faite. Alors que Richard aidait Alina à s'installer sur le siège passager avant, ajustant sa ceinture de sécurité, une pensée soudaine le frappa. « As-tu toujours le collier ?» demanda-t-il. « Le collier en étoile. » Alina secoua la tête. « Ils me l'ont enlevé. »
Ils ont dit que ça pourrait m'identifier. Richard hocha la tête, notant mentalement de lui parler d'Hazel et du collier plus tard. Il y avait tant à expliquer, tant de petits miracles à partager. Le trajet de retour parut surréaliste. Richard alternait entre regarder la route et jeter des coups d'œil au siège passager, toujours incapable de croire pleinement que sa fille était réellement là. Alina s'endormit après la première heure, l'épuisement dû au tumulte émotionnel la rattrapant finalement. Il utilisa ce temps pour appeler Madame Cooper, l'informant qu'il serait à la maison ce soir-là avec une surprise spéciale pour les filles. Puis, Alina dormant toujours paisiblement, il se permit enfin d'absorber l'ampleur de ce qui s'était passé. Sa fille rentrait à la maison. Le cauchemar était terminé. Il faisait presque nuit quand ils arrivèrent. La maison était éclairée et Richard pouvait voir du mouvement à travers les fenêtres, probablement les triplés aidant Madame Cooper avec le dîner. Il gara le monospace dans l'allée et coupa le moteur. « Nous sommes là, ma chérie », dit-il doucement en touchant l'épaule d'Alina. Elle s'agita, clignant des yeux à la vue familière de la maison. « Notre maison », murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Oui », acquiesça Richard. « Mais j'ai une surprise pour toi. » Alina le regarda, curieuse. « Tu te souviens comment je t'ai parlé des 3 filles qui m'ont aidé à te trouver ? L'une d'elles a trouvé ton collier en étoile. » Elle hocha la tête, sa fatigue s'estompant dans l'excitation de quelque chose de nouveau. « Elle reste avec nous maintenant. Ce sont des triplés. 3 sœurs qui sont nées ensemble. Hazel, Mila et Lena. Elles n'avaient personne pour s'occuper d'elles. »« Alors tu vas être leur papa aussi ?» demanda Alina, le surprenant par sa perspicacité. « Je pense que oui », répondit-il honnêtement. « Si ça te va. » Alina y réfléchit un instant, puis sourit, un sourire plein et sincère que Richard n'avait pas vu depuis qu'il l'avait retrouvé. « J'ai toujours voulu des sœurs, » dit-elle simplement. La porte d'entrée s'ouvrit et Madame Cooper apparut, probablement alertée par le bruit de la voiture. Richard lui fit signe d'attendre et se tourna vers Alina. « Prête à les rencontrer ?» Alina hocha la tête, détachant sa ceinture de sécurité avec détermination. Dans le salon, les triplés se tenaient en rang comme de petits soldats, clairement instruites par Madame Cooper d'être sages comme des images. Leurs yeux s'écarquillèrent à la vue de Richard entrant main dans la main avec une fillette inconnue. Richard s'agenouilla pour être à la hauteur des 4 enfants qui signifiaient maintenant le monde pour lui. « dit-il doucement, voici Aline, ma fille. Nous l'avons retrouvée. » Les triplés regardèrent Alina avec un mélange de curiosité et d'admiration. Hazel, surtout, semblait fascinée. « Alina, » continua Richard, « ce sont les filles qui m'ont aidé à te trouver. Surtout Hazel, qui a trouvé ton collier en étoile. » Alina s'avança, soudainement timide mais déterminée. « Salut », dit-elle en offrant un petit sourire. « Tu veux jouer avec moi ?» Mila le surprit en répondant la première, s'avançant et tendant la main avec un geste presque adulte. « Nous avons un nouveau jeu de société, » dit-elle. Madame Cooper nous l'a donné. C'est pour 4 joueurs. Alina prit sa main tendue et puis, comme si une barrière invisible s'était brisée, Lena et Hazel s'approchèrent également. En quelques secondes, les 4 filles étaient par terre, Alina ouvrant la boîte tandis que les triplés se pressaient autour, tout le monde parlant en même temps. Richard les regardait, un sentiment de complétude se répandant dans sa poitrine qu'il n'aurait jamais cru ressentir à nouveau. Madame Cooper renifla discrètement à ses côtés. « C'est elle, n'est-ce pas ? La petite qui avait disparu, » murmura-t-elle. Richard hocha la tête, incapable de quitter des yeux les 4 enfants qui riaient maintenant en plaçant des pièces colorées sur le plateau. « Un miracle, » murmura Madame Cooper. « Un vrai miracle. »« 4 miracles, » corrigea doucement Richard, observant comment Alina, avec l'aisance de l'enfance, assumait déjà le rôle de grande sœur, montrant à Hazel où placer sa pièce, aidant Lena à comprendre les règles. La maison, silencieuse pendant si longtemps après la disparition d'Alina, débordait maintenant de vie, de voix enfantines et de possibilités. Il y avait encore beaucoup à régler, des processus juridiques pour officialiser la garde des triplés, une thérapie pour Alina afin de traiter le traumatisme de son enlèvement, et l'enquête en cours sur le couple qui l'avait emmené. Mais c'était pour demain. Ce soir, pour cet instant, il n'y avait que cela, 4 filles jouant dans un salon brillamment éclairé, en sécurité, ensemble. Et Richard les regardant, enfin en paix. Le puzzle de sa famille, autrefois incomplet et douloureux, était maintenant complet d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Différent du plan original, certainement. Plus compliqué. Plus plat. Infiniment plus riche.
parfait dans son imperfection. Les mois qui suivirent le retour d'Alina furent remplis d'ajustements et de guérisons. La nuit, Richard se réveillait souvent au son de pleurs, parfois Alina, hantée par des cauchemars, parfois les triplés, encore incertaine que cette nouvelle vie ne s'évanouirait pas au matin. Chaque fois, il se levait sans hésitation, offrant du réconfort avec un naturel qui était devenu une partie de lui. Les filles développèrent rapidement un lien qui surprit même Richard. Alina, bien qu'à peine plus âgée, endossa le rôle de grande sœur avec une grâce impressionnante. Elle apprit au triplé de nouveaux jeux, partagea ses livres préférés et inclut les trois dans chaque activité. Les triplés, à leur tour, adoraient leur nouvelle sœur et trouvèrent rapidement leur place individuelle au sein de la famille. Mila resta la protectrice, toujours vigilante. Lena révéla un talent pour la musique et un rire contagieux qui illuminait la maison. Hazel, la plus silencieuse, étonna tout le monde par sa mémoire prodigieuse et son œil pour les minuscules détails, des traits qui faisaient sourire Richard, se rappelant comment elle avait remarqué et gardé le collier qui allait changer toute leur destinée. La maison fut réaménagée pour la famille agrandie. L'ancienne chambre d'amis devint officiellement la chambre des triplés, avec 3 lits positionnés de manière à ce qu'elles puissent parler avant de dormir. La chambre d'Alina fut également refaite, avec des couleurs et des accents qu'elle choisit elle-même, une réappropriation de l'espace qui était resté vide si longtemps. En coulisses, Richard travaillait avec Shah et les autorités pour s'assurer que le couple responsable de l'enlèvement d'Alina soit traduit en justice. L'enquête révéla un réseau complexe d'adoptions illégales, et plusieurs familles furent touchées. Richard ressentit une satisfaction douce amère en sachant que d'autres enfants pourraient être retrouvés grâce à ce qu'ils avaient découvert. Parallèlement, le processus d'adoption formelle des triplés avançait. Des travailleurs sociaux venaient régulièrement, évaluant le foyer et observant les interactions de la famille. Leur rapport était toujours positif, les filles s'épanouissaient, le foyer était sûr et accueillant, et Richard démontrait toutes les qualités d'un père dévoué. Et puis, enfin, le jour de l'audience d'adoption arriva. Le palais de justice était presque vide ce jeudi matin. Seuls quelques membres du personnel, l'assistante sociale désignée et Shah, devenu un ami proche de la famille, occupaient les bancs polis. Richard ajusta sa cravate avec anxiété, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été lors d'une réunion d'affaires. À côté de lui, les 4 filles étaient assises en rang, chacune portant une robe d'une nuance de bleu différente, un choix sur lequel elles avaient insisté pour l'occasion spéciale. « Tout va bien, papa », murmura Alina en lui serrant la main. Le mot « papa » provoquait toujours une vague d'émotion chez Richard. C'était un titre qu'il avait failli perdre à jamais avec Alina, et qui serait bientôt officiellement étendu à 3 autres petits cœurs. Affaire d'adoption numéro 47329, annonça le greffier. Cole les personnes à charge. La juge Robinson, une femme d'âge moyen aux yeux vifs derrière des lunettes à monture fine, offrit un bref sourire aux filles avant d'adopter une expression plus formelle. Monsieur Cole, vous êtes ici aujourd'hui pour finaliser l'adoption d'Hazel, Mila et Lena Martinez, c'est exact? Oui, votre honneur, répondit Richard. La juge parcourut les documents devant elle. Les rapports des travailleurs sociaux sont extrêmement positifs. Le foyer est convenable, les enfants sont bien adaptés et fréquentent régulièrement l'école. Elle regarda les triplés. Les filles, êtes-vous heureuses de vivre avec Monsieur Cole et Alina? Toutes les 3 hochèrent vigoureusement la tête, mais ce fut Mila qui prit la parole. Très heureuse, votre honneur. Et comprenez-vous ce que signifie l'adoption? Que Monsieur Cole deviendra légalement votre père? Ça veut dire qu'on restera toujours ensemble, répondit Mila. Toutes les 4. Et qu'il sera vraiment notre papa, pas juste pour maintenant, ajouta Lena. Hazel hocha seulement la tête, ses yeux brillant d'une certitude tranquille. Monsieur Cole, continua la juge, souhaitez-vous dire quelque chose avant que je ne rende ma décision? Richard n'avait pas préparé de discours formel. Il pensa aux mots qu'il aurait pu dire sur la responsabilité, l'engagement, sur l'avenir qu'il prévoyait pour les filles. Mais en regardant les 4 visages tournés vers lui, pleins de confiance et d'espoir, les mots qui émergèrent furent tout autres. Votre honneur, commença-t-il doucement mais clairement, il y a 1 an, j'ai perdu ma fille. Mon monde s'est effondré. Je l'ai cherchée dans chaque coin, chaque ombre. Puis, alors que j'étais sur le point de perdre espoir, j'ai trouvé 3 petites filles en pleurs dans une épicerie. Il fit une pause, l'émotion lui serrant la gorge. J'étais parti à la recherche d'une fille, j'en ai trouvé 4. Et maintenant, je ne peux imaginer ma vie sans aucune d'elles. La pièce resta silencieuse un instant. La juge Robinson ajusta discrètement ses lunettes, essuyant le coin de son œil.
Bien, dit-elle finalement. D'après les rapports et ce que j'ai vu ici aujourd'hui, je n'ai aucun doute quant à ma décision. Elle prit son maillet et regarda droit les filles. Hazel, Mila et Lena, à partir de cet instant, vous êtes officiellement les filles de Richard Cole, avec tous les droits et privilèges que cela implique. Vous êtes maintenant légalement les sœurs d'Alina et faites partie de cette famille. Félicitations à vous tous. Le coup de maillet résonna dans la salle d'audience, mais pour Richard, c'est comme si le monde entier vibrait de ce simple son de finalité et de promesse. Avant qu'il ne puisse se lever, 4 petits corps entrèrent en collision avec lui dans une étreinte collective, Alina sautant de son siège pour rejoindre les triplés. Richard s'agenouilla, les serrant toutes les 4 à la fois, sentant leurs bras minuscules autour de son cou, entendant des rires, des soupirs et même quelques sanglots joyeux. Une famille était officiellement née à cet instant, unie non par le sang, mais par quelque chose d'aussi puissant, par choix, par amour, par vérité. Quelques semaines plus tard, Richard rentra à la maison, portant un paquet soigneusement emballé. Les filles, tout juste rentrées de l'école, le trouvèrent dans le salon. « Qu'est-ce que c'est, papa » demanda Alina, toujours prompte à remarquer toute nouveauté. « Une surprise, dit-il. Appelle tes sœurs. » Lorsque les 4 furent réunis, Richard retira le papier d'emballage, révélant un cadre en bois sombre avec de minuscules détails en forme d'étoile le long des bords. Derrière la vitre se trouvait le collier à l'étoile d'argent. Le même qu'Hazel avait trouvé. Celui qui avait connecté leur destin de manière imprévue. Sous le collier, gravé sur une plaque de métal poli, se trouvaient 4 noms, Alina, Hazel, Mila, Lena. « C'est mon collier » s'exclama Alina, touchant la vitre avec respect. « Le collier que j'ai trouvé » murmura Hazel, les yeux écarquillés. « C'est le collier qui nous a réunis » expliqua Richard. « Qui nous a aidés à nous trouver. J'ai pensé qu'il méritait une place spéciale dans notre maison. » Avec l'aide des filles, il accrocha le cadre sur le mur principal du salon, où il serait la première chose que tout visiteur verrait. Un symbole du voyage extraordinaire qu'elles avaient entrepris. Cette nuit-là, après que les filles furent couchées, Richard se tint dans le salon, regardant le collier encadré. Il se souvint de l'agonie de la perte d'Alina, du vide qui consumait sa vie. Il se souvint du moment où il avait vu le collier au cou d'Hazel, l'étincelle d'espoir s'allumant dans sa poitrine. Il se souvint avoir trouvé Alina dans ce jardin, la reconnaissance dans ses yeux, les mots simples qui avaient tout changé, « Tu m'as trouvé ». La maison, autrefois un mausolée de silence et de perte, pulsait maintenant de vie. Il y avait des dessins sur le réfrigérateur, de petites chaussures près de la porte, des rires résonnant dans les couloirs. Les jours avaient maintenant un but, emmener les filles à l'école, aider aux devoirs, lire des histoires avant de dormir. Les nuits avaient la paix, 4 respirations douces, 4 cœurs en sécurité sous un même toit. Richard toucha doucement le cadre, sentant le contour de l'étoile qui avait changé sa vie. Le collier ne lui avait pas donné de réponse aux questions torturées qu'il s'était posées pendant l'absence d'Alina. Au lieu de cela, il avait apporté quelque chose de bien plus précieux. Il avait apporté de nouveaux commencements pour eux tous. Un nouveau départ façonné par l'amour, l'unité et la promesse qu'aucun d'eux n'affronterait plus jamais le monde seul. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.